Oui, merci beaucoup Sophie, merci beaucoup à tous les organisateurs d'avoir préparé ce congrès et d'avoir invité avec une certaine comment dire, persuasion un historien à venir vous parler finalement pour introduire les débats. Et bon, j'aime bien faire ça parce que c'est pas confortable en fait. C'est-à-dire que bon, moi dans un congrès d'historiens, je sais à peu près quelle est ma place. Dans un congrès où on n'est pas entre collègues, c'est plus compliqué, même si j'estime que je suis avec des collègues, parce que j'ai été compagnon de route d'un certain nombre d'entre vous dans diverses institutions qui ont justement à voir avec la criminologie, avec tous les guillemets qui s'imposent. Alors, donc la première question que je voudrais poser tout simplement, c'est de quelle est la place et l'intérêt de l'histoire dans un colloque qui souhaite faire une réflexion au présent. Hein, et je voudrais d'abord dire ce que l'histoire ne peut pas faire, et en tout cas ce que je m'interdis de lui faire faire, c'est-à-dire de la mobiliser pour délivrer des leçons morales, ça se fait de temps en temps, ou aussi de servir d'argument à l'appui d'une option épistémologique ou disciplinaire, c'est-à-dire de jouer le droit contre la psychologie ou la sociologie contre l'anthropologie ou la psychiatrie. Hein, donc l'histoire, pour moi, ça ne sert pas à ça. Le passé est plutôt un réservoir qui permet, qui n'est pas déterminant pour les options du présent, je pense, c'est généralement en conclusion, mais qui doit être une ressource, un détour, une sorte de dépaysement préparatoire à la réflexion, qui va rappeler un peu ce qui a été, mais aussi, et peut-être tout autant, je pense, les possibles non advenus, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas réussi à faire dans le passé, et jusqu'ici. Donc, je suis parti tout simplement du questionnement du colloque, hein, c'est-à-dire de quelle est la place de la criminologie en France dans le monde universitaire, dans la recherche, les institutions pénales et les politiques publiques de sécurité. Et je vais vous proposer donc d'essayer d'apprécier, par le recours à l'histoire, donc comment cette place a été définie depuis la naissance de la criminologie, en gros vers la fin du dernier siècle, que j'amènerai, jusqu'aux années 50. Mais par contre, je ne vais pas faire ce que j'avais prévu, c'est-à-dire de vous parler de l'histoire de la disparition de la criminologie. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé que c'était un peu, c'était pas très stimulant de vous parler d'un moment où la criminologie disparaît, alors vous cherchez à la relancer à travers le concept d'émancipation. Donc je vais plutôt vous parler vous présenter un âge d'or de la criminologie qui, à mon avis, est très méconnu, qui se situe dans l'entre-deux-guerres en France, puisqu'on parle bien de la criminologie française. Et il me semble, je vais vous expliquer pourquoi, que dans l'entre-deux-guerres, on était tout près d'avoir on a eu une criminologie française, conquérante, qui a obtenu beaucoup de résultats et qui a été finalement arrêtée brutalement par tout ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale. Et la guerre a joué un rôle déterminant dans le fait que cette criminologie, qui était pas loin d'obtenir à peu près ce qu'elle voulait au niveau législatif, au niveau politique, au niveau des enseignements universitaires et au niveau de la recherche, a été arrêtée et a eu bien du mal à reprendre, et n'a pas réussi d'ailleurs à reprendre après la Seconde Guerre mondiale, quel que soit l'imaginaire qu'on porte, l'imaginaire très positif bien sûr qu'on porte sur la réforme, etc. Donc voilà, les limites de mon propos, c'est que je ne vous parlerai pas de la disparition, qui pour moi n'est pas une vraie disparition, mais plutôt une éclipse qui a lieu dans les années 50. Je reviendrai un petit peu sur les indices qui peuvent peut-être d'expliquer cette éclipse, mais en tout cas, je vais plutôt insister sur une période heureuse où la criminologie semblait fonctionner. Mais quand même, il y a un petit problème pour faire l'histoire de la criminologie, française en tout cas, que je voudrais rappeler, et qui est lié aussi à la place de la criminologie dans l'histoire finalement. Et au fond, la criminologie n'a pas forcément vraiment de place non plus dans l'histoire, hein, dans l'histoire des historiens. Pourquoi ? Je pense que c'est très lié à sa situation institutionnelle. En fait, hein, c'est pas très compliqué. Les historiens, ils fonctionnent avec des archives. Si les archives sont bien répertoriées, ils y vont facilement. Mais par contre, si les archives sont dispersées, c'est plus compliqué. Et si l'objet n'est pas valorisé, on est moins tenté également d'y aller. Or, on ne peut pas vraiment dire que l'histoire de la criminologie soit un objet très valorisé. Vous savez que nous avons des personnes qui sont plus importantes que d'autres dans l'historiographie, des questions judiciaires notamment, en tout cas du point de vue des historiens. Il y a par exemple un certain Michel Foucault. Et Michel Foucault, quand vous lisez Surveiller et punir, vous pouvez toujours chercher les lignes sur la criminologie, il n'y a pas grand-chose. Et puis ce qu'il nous en explique en gros, en substance, c'est que c'est un bavardage, hein, je cite ses propres termes, qui servait en gros de caution à, je vais utiliser des mots qu'on utilise plus de nos jours, à un appareil idéologique d'État répressif, et puis finalement c'est une sorte de décalque des politiques pénales qui servait justificatif, et puis voilà quoi. Donc c'est sûr que pour un historien c'est pas forcément passionnant d'aller y voir, surtout quand on ne sait pas très bien quel est l'objet, puisque comme il n'y a pas de discipline parfaitement établie, l'objet est complexe, et surtout on a un problème aussi de périodisation
qui est très intéressant d'ailleurs, et de constater que selon les options du présent, en fait, la périodisation de la naissance de la criminologie varie quand même pas mal. Et si on regarde un petit peu à l'étranger, par exemple, les collègues, notamment en Angleterre, estiment que faire naître la criminologie sur une base disciplinaire, c'est pas très malin, même si on le fait encore, même encore en France. Par exemple, si la criminologie c'est une sociologie, eh ben on va dire que Durkheim est évidemment le premier grand criminologue, en tout cas, qu'il a posé les bonnes bases de la discipline. Bon, pourquoi pas. On peut aussi dire que c'est un petit peu plus ringard, c'est une anthropologie, et on dira que Lombroso, même s'il avait tort partout, il avait quand même une méthode et puis un objet qui n'était pas si mauvais, etc. David Garland, lui, dit que finalement la naissance de la criminologie, c'est pas une question d'école, c'est plutôt une question d'institution. Et si on regarde le moment où c'est institutionnalisé, par exemple la criminologie en Angleterre, ben lui, il dit que ça ne peut pas remonter avant 1935, au moment où on commence à l'enseigner. Bon, en France, on l'enseigne, le premier institut de criminologie en France, c'est 1922, à la faculté de droit de Paris, et on pourrait donc considérer que c'est une sorte de date de naissance, mais enfin, c'est quand même un peu bizarre si on voit que l'objet du colloque aujourd'hui, c'est de se poser la question de la place de la criminologie en France. Alvaro Pires aussi, qui a mené plusieurs travaux sur l'histoire de la criminologie, proposait trois moments, en fait, ces trois moments que l'on retient, soit la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui est très intéressante, et là on prend Beccaria comme figure éponyme, en disant que c'est une époque classique, où on pose les bases du droit moderne, même si de fait Beccaria n'avait aucune prétention scientifique dans son écrit, c'était plutôt un pamphlet, un brûlot contre les politiques de son époque. Pour d'autres, elle naît plutôt dans le premier tiers du XIXe siècle, en France, avec des travaux notamment de Guéry, de Bectio, de Kepler, et j'ajouterais moi des phrénologistes. Alors je ne vais pas parler de phrénologie parce que sinon je vais vous prendre la journée. Mais enfin, disons qu'il y a quand même des théories au sortir de la Révolution française qui se posent vraiment la question du passage à l'acte, entre guillemets bien sûr, le terme est anachronique, et qui se pose la question de la prise en charge des personnes qui ont des comportements qui ne correspondent pas à ce qu'on appelle le libre arbitre. Et ça se met vraiment en place dans la première moitié du XIXe siècle. Par contre, évidemment, le mot de criminologie n'est pas là, mais les choses souvent précèdent la manière de les nommer. C'est ce que Christian de Boeuf appelle les discours périphériques de la criminologie, et il y en a quelques-uns qui se mettent en place dans la première moitié du XIXe siècle. Et puis pour la majorité des collègues, la criminologie naît plutôt à la fin du XIXe siècle. Alors c'est commode de dire ça parce qu'en fait, le mot est inventé à ce moment-là. Garofalo sort un traité de criminologie en 1885. Vous avez un premier congrès aussi d'anthropologie criminelle à Rome en 1885, et puis en 1886, une revue française très importante qui lui revenir, qui est les archives d'anthropologie criminelle, qui va durer une trentaine d'années. Et on peut considérer aussi que les congrès d'anthropologie criminelle, il y en a 7 jusqu'en 1915, correspondent à quelque chose qui serait la criminologie. Donc on va rester sur cette hypothèse-là, je ne vais pas faire une controverse là-dessus. Il y a aussi des indices qui sont liés à l'évolution législative. Il y a l'obsession, ce que Schnapper appelait l'obsession créatrice de la lutte contre la récidive, qui amène à ce que Robert Badinter appelle le temps des lois, c'est-à-dire en 1885, loi de lutte contre les multirécidivistes, avec la grande innovation, c'est la relégation outre-mer. Mais aussi la loi de libération conditionnelle, et souvent on les a opposés en disant que c'était deux visages un peu discordants, la troisième politique et la troisième politique. Moi je crois au contraire qu'ils sont très complémentaires. On punit plus fort, mais aussi on essaie d'ouvrir la prison, la peine à autre chose que de la prison seulement. Et puis donc, comme j'ai dit, les archives d'anthropologie criminelle, qui sont intéressantes parce qu'elles sont créées par quelqu'un qui devient le lyonnais d'adoption, qui est un médecin. On n'a peut-être pas beaucoup de psychiatres aujourd'hui, mais il faut savoir que les psychiatres ont été très importants dans l'histoire de la criminologie française. Je dirais même qu'ils ont été déterminants pour l'âge d'or dont je vais vous parler tout à l'heure. Et puis, cette revue, donc, elle est à Lyon, et donc c'est intéressant de rappeler que finalement la criminologie française institutionnalisée à travers une revue est quelque chose qui serait un courant de pensée. Elle ne se fait pas d'abord à Paris, mais à Lyon, donc à la fin du XIXe siècle. La fin du XIXe siècle, c'est la Troisième République, c'est donc un contexte politique particulier, et je pense que la réflexion sur la place de la criminologie ne peut pas se faire sans une petite idée du contexte politique dans lequel elle s'inscrit. Donc lorsqu'elle se met en place à la fin du XIXe siècle, elle se met en place dans un cadre politique relativement troublé quand même, qui n'est pas encore fixe. On a encore des doutes sur le régime politique jusqu'en 1880-85.
Et vous avez une dépression économique aussi à partir de 1880, cette obsession donc, que j'ai rappelé de la récidive, et puis un certain nombre d'initiatives faites pour endiguer justement le fléau de la récidive, des initiatives très variées de lutte contre l'ivresse publique, la loi du 23 janvier 1973, l'adoption du principe de l'enfermement individuel dans les prisons départementales, loi du 5 juin 1975, libération conditionnelle, jeudi 14 août 85, loi du sursis 26 mars 1891. Et puis aussi des institutions qui se mettent en place de réflexion, voire pour essayer de faire pression sur le politique, et notamment en 1877, la Société Générale des Prisons, qui est créée comme une association d'initiative parlementaire, c'est-à-dire que l'idée c'est bien de se réunir pour essayer d'influencer le législateur et d'obtenir de bonnes lois. Et dans le même temps, vous avez des médecins et des anthropologues, les anthropologues étant souvent des personnes de formation médicale, qui vont développer l'idée que la criminalité ne peut pas être prise en charge de manière efficace sans connaître le criminel. Je dirais que c'est la grande idée en gros d'anthropologie criminelle, c'est que d'une part, on ne peut pas avoir un savoir efficace sur le crime sans connaître le criminel, et puis que finalement toute la justice doit reposer sur une évaluation de la personne autant que sur la sanction liée à la gravité de l'acte. Je pense que c'est à peu près l'essentiel qu'il faut retenir, avec évidemment une figure que je ne vais pas développer trop, qui est Cesare Lombroso, avec son fameux criminel né, qui donc dit qu'il y a peut-être des personnes dans la population qui ont une tendance, sinon innée, du moins impulsive, à faire de la récidive, c'est comme des petits bataviques anormales, égarés dans la civilisation, qui méritent des mesures spécifiques par rapport à un homme normal qui aurait commis une infraction en toute de libre arbitre. Alors, quelle est la place des Français dans ce discours? Eh bien, en fait, je suis désolé, mais je vais pouvoir faire là. Dans ce discours, ça va être tout de suite de revendiquer en fait une tradition française. Dès le premier congrès d'anthropologie criminelle, en 1885 à Rome, Alexandre Lacassagne, qui participe au colloque, qui est invité par ses collègues italiens, va quand même prendre la parole pour dire qu'il y a une prééminence de l'école française par rapport aux Italiens notamment, et il va citer François-Joseph Gall, donc l'inventeur de la phrénologie, Auguste Comte, positivisme, Bénédicte Augustin Morel, théoricien des dégénérescences humaines, et Prosper Dépine, un théoricien aussi de la psychologie criminelle. Donc il y a une vraie volonté d'inscrire une sorte d'école française par rapport aux Italiens, et aussi une volonté de créer une école qui va en fait essayer d'être une école du milieu social, mais le milieu social c'est un terme un peu piégeux parce qu'on dit tout de suite milieu social égale Durkheim, mais pas du tout en fait. Le problème de la criminologie de Lacassagne, c'est qu'elle est très originale et qu'elle n'a pas survécu à l'homme, donc on a tendance à la simplifier. Mais en réalité c'est une théorie tout à fait complexe et qui pose problème avec nos catégories disciplinaires actuelles, parce qu'elle n'est ni sociologique ni médicale, elle est ailleurs. Et Lacassagne faisait en fait une relation entre les couches du cerveau des individus et les couches sociales. Et il disait que le cerveau est influencé par les milieux sociaux dans lesquels on est, et que selon le milieu social, eh bien, on n'aura pas le même type de criminalité, et on ne devra pas donc avoir le même type de réponse à la criminalité produite par les couches sociales. Donc tout ça va s'incarner dans une revue qui s'appelle donc Les Archives d'anthropologie criminelle, sous-titre avec un titre complet Médecine légale judiciaire, statistiques criminelles, législation et droit. Et ces archives d'anthropologie criminelle voulaient donc être le lieu de discussion entre médecins et juristes de la nouvelle science qui arrivait, qui pour Lacassagne s'appelait anthropologie criminelle. En 1893, la revue change de nom, c'est intéressant. Elle s'appelle Archives d'anthropologie criminelle de criminologie et de psychologie normale et pathologique. On y retrouve également une fois de plus des médecins et des juristes, mais elle est même en partie double, une partie scientifique, une partie juridique dans la revue. Mais bon, je ne vais pas développer le contenu de la revue, mais disons qu'en gros, quand même, c'est plutôt une revue lyonnaise qui est plutôt tenue par les médecins. Les juristes sont présents, mais lorsqu'ils sont locaux, mais beaucoup moins lorsqu'ils ne sont pas de Lyon. Et finalement, le grand projet de Lacassagne, dans lequel il va beaucoup s'investir, notamment en ayant fait soutenir plus de 200 élèves sur des thèses de médecine qui sont liées à ces objets. Quand on se demande si la revue égale une école, en fait, la réponse des collègues qui l'ont bien travaillé, notamment Martine Kluzinski, c'est plutôt non, parce qu'il y a eu beaucoup de contributeurs, mais très peu pas suffisamment de contributeurs très réguliers pour dire que tous ces gens travaillent ensemble. On a analysé un peu comment fonctionnait la revue. En fait, Lacassagne a été un homme orchestre qui a tenu la revue à bout de bras,
mais il n'a pas vraiment fait école. Alors on peut s'interroger d'ailleurs sur l'absence de postérité. Moi je pense que c'est en grande partie lié à Lacassagne lui-même, qui avait produit une théorie qui était très originale, mais finalement aucun de ses élèves n'a repris. C'est quand même un peu embêtant. Et surtout au fait qu'il va être pris un peu en ciseaux entre deux autres grandes traditions. La sociologie de Durkheim qui va dire qu'il est hors de question de faire un quelconque lien avec la biologie, et puis une approche anthropologique ou psychiatrique un peu plus dure, justement aussi, avec notamment la reprise de la théorie des perversions constitutionnelles, qui va beaucoup moins s'intéresser quand même à la dimension sociale du passage à l'acte. Donc la première grande période, je dirais, de la criminologie en France, c'est fin 19e siècle, une criminologie qui se construit à travers l'anthropologie criminelle, qui se construit un peu contre les Italiens, même s'il y a beaucoup aussi de choses à dire sur cette opposition qui est plus de l'ordre des rivalités de sciences nationales que des vrais contenus épistémologiques, mais ça, il faudrait développer. Mais le vrai bilan qu'on peut en faire, c'est que finalement, moins d'un demi-siècle après le lancement de la revue, eh bien, elle va s'éteindre, cette revue et cette école, en fait en 1914, avec déjà une guerre, la Première Guerre mondiale. Et lorsque Lacassagne essaiera de la reprendre après-guerre, finalement il laissera tomber très rapidement. Et c'est finalement à une autre forme de criminologie qui va s'appeler la prophylaxie criminelle et la défense sociale qu'on va retrouver donc les enjeux, mais qui vont se trouver sur d'autres terrains et on va voir aussi dans d'autres milieux sociaux. Alors donc la deuxième partie de mon propos, c'est de vous parler de ce qui m'apparaît un peu comme un âge d'or de la criminologie française, c'est-à-dire 1918-1939, la criminologie, la prophylaxie criminelle et la défense sociale. Alors d'abord, c'est un âge d'or oublié, je pense qu'il est oublié pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on ne l'a pas travaillé, ça c'est aussi très classique chez les historiens, qui disent en général il ne s'est rien passé tout simplement parce qu'ils n'ont pas cherché, donc voilà. Par exemple le Second Empire, pour l'histoire des prisons, il ne s'est rien passé, parce que pendant très longtemps on n'a pas cherché à savoir ce qui s'était passé tout simplement. Et puis quand on a regardé un peu plus précisément, on va dire ah bah si finalement il s'est passé 2-3 trucs. En fait, l'entre-deux-guerres c'est un peu pareil, je pense, pour la criminologie. Il ne s'est rien passé, 3 points de suspension. Pourquoi on a longtemps pensé ça? Parce qu'on a vécu sur l'après-guerre, la libération, le mythe de la réforme à mort qui aurait pu fonctionner si, avec des si bien sûr, mais là encore il y a eu une guerre qui ne donnait pas son nom, la guerre d'Algérie, qui a arrêté très vite la réforme, et on est resté sur l'idée qu'il y avait une belle réforme après une guerre qui a quand même été terrible, et c'était une manière, je pense, de faire à la fois obstacle au gouvernement de Vichy, mais aussi surtout finalement à l'entre-deux-guerres qui n'était pas clair et pour lequel on a une lecture, je dirais, quasiment évolutionniste en histoire, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que ce qui s'est passé avant est la cause de ce qui s'est passé après. C'est-à-dire que sans accuser la République d'avoir été la cause du gouvernement de Vichy, on disait bon, tout ça n'est pas très clair, les gouvernements changeaient rapidement, oui, il y avait des fronts antifascistes, mais enfin finalement, on s'est quand même coltiné la collaboration, donc la fin de la Troisième République, c'était pas forcément très noble comme temps. Il y a un collègue qui a bien remis un petit peu l'entre-deux-guerres en place. De manière générale, c'est Christian Todkoalov qui a montré qu'il y avait une sorte de nébuleuse réformatrice dans cet entre-deux-guerres avec beaucoup de sociétés savantes qui se mettaient en place et qui réfléchissaient à des possibilités de réforme. Et puis plus précisément, dans le domaine qui nous intéresse, il y a Christian Carlier qui avait fait une très belle étude sur l'administration pénitentiaire dans l'entre-deux-guerres, et notamment son personnel, et qui montrait bien que ça a été un temps tout à fait particulier, notamment pour l'administration pénitentiaire, avec la fermeture de nombreux établissements. On arrive à un étiage de population qui fait rêver, je pense, un grand nombre de décideurs et de praticiens de nos jours, puisqu'on est à moins de 24 000 détenus en France jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, avec une fermeture de plus de 200 établissements autour des années 1920-1930. Et aussi, en fait, des projets de réforme, notamment du code pénal, qu'on a quasiment oublié, qui étaient très importants. Donc, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que dans ce mouvement de réflexion, en fait, la criminologie a été vraiment en place à la tête de la discussion, avec une sorte de criminologie de défense sociale à la française, qui était très éloignée des positions déontologiques, d'ailleurs, aujourd'hui prises par une partie des acteurs de la psychiatrie en milieu pénitentiaire, et c'est peut-être une des explications, si l'on oublie, de cette criminologie, c'est qu'en fait, nos attendus déontologiques sont quand même assez différents désormais, et que la continuité, si vous voulez, de l'histoire peut poser problème. Alors,
En fait, dans l'entre-deux-guerres, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a autant le modèle de référence pour la criminologie fin 19e, c'est l'Italie, en disant on n'est pas comme les Italiens. Dans l'entre-deux-guerres, le modèle de référence, ça va être la Belgique, et ça va être de dire on voudrait faire comme les collègues belges. D'accord ? Ça, c'est vraiment le discours qui domine. L'innovation législative est venue de la Belgique. Elle est venue de la Belgique à travers un processus qui est vraiment servir de modèle en France. C'est-à-dire d'abord de l'innovation dans les pratiques des enquêtes menées dans les prisons pour essayer de repérer les anormaux, de les qualifier, de savoir quelle est la bonne politique pour ces personnes-là, donc une prise en charge différenciée dans des établissements qui ne sont pas tout à fait des prisons, mais qui ne sont pas non plus des hôpitaux, pour lesquels on aurait une prise en charge qui correspondrait à des sanctions avec des commissions médico-judiciaires qui permettraient une réévaluation de l'état des personnes au bout de 5 ans pour décider de leur sort et de leur parcours, avec des idées de formation professionnelle et toute une batterie de tests aussi, dans ce qu'on va appeler des annexes psychiatriques et des laboratoires d'anthropologie criminelle. Et c'est intéressant parce que les Français étaient un petit peu en pointe à la fin du 19e, mais finalement, concrètement, il ne va pas se passer grand-chose. Mais les Belges, par contre, eux, si j'ose dire, passent à l'acte. Et donc, en 1930, ont une loi dont ils sont très fiers, et en France, elle est formidable, une loi donc dite de défense sociale qui permet d'établir donc des distinctions entre les récidivistes, les anormaux et la population dite normale. Et cette loi donc va vraiment exercer une certaine fascination en France, notamment parce qu'on estime qu'on est en situation de crise de la répression. Bon, c'est pas forcément nouveau ça, mais disons dans l'entre-deux-guerres c'est particulièrement marqué, justement parce qu'on se rend compte que les prisons ferment, qu'il y a de moins en moins de population condamnée, et que les personnes qui s'en effraient, notamment quelques magistrats, affirment qu'il faudrait réprimer de manière sinon plus forte, du moins plus efficace. Et les établissements qui ferment ne sont pas d'ailleurs que des établissements pour majeurs. La politique liée aux mineurs délinquants est très importante, évidemment aussi comme terrain d'expérimentation, avec les tribunaux spéciaux pour mineurs, et puis surtout toute une série de réformes des établissements pour jeunes détenus ou de fermeture. Dans l'entre-deux-guerres, vous avez Gaillon qui ferme, il y a les collèges Saint-Bernard, d'Aubry, Val d'Hier aussi qui ferment. Donc ce sont des lieux tout à fait importants qui signent la fin du système d'administration pénitentiaire à l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas raisonner sur l'administration pénitentiaire seule, il faut aussi regarder ce qui se passe dans le système asilaire. Et à l'époque, justement, on a aussi une crise du système asilaire, mais sur des bases démographiques totalement différentes, c'est-à-dire que l'asile, en fait, est plein, totalement plein, d'une population, vous avez, pour vous donner un ordre de grandeur, 40 000 personnes en 1874 dans les asiles en France. Vous en avez 77 700 en 1926, et vous avez un nombre total d'établissements de soins qui est passé dans la même période de 102 à 116, et la population traitée de 52 000 à 106 000 personnes. Et le raisonnement des aliénistes, ou de ceux qu'on a commencé à appeler les psychiatres, est très critique aussi dans la communauté asilaire. Il ne faut pas s'imaginer que l'asile a été critiqué dans les années 1970, en fait, dès le milieu du XIXe siècle, on considère que ce n'est pas forcément le bon lieu de traitement pour tous les aliénés, et on développe des formes de prise en charge avec des asiles ouverts, des colonies, du placement familial. Vous avez à ce moment-là des médecins aussi qu'on appelle au bon vieux principe de prévention, je vous dis en forme de boutade, mais vous savez que quand un médecin ne peut pas guérir une maladie, il dit il n'y avait qu'à la prévenir. Et donc la grande idée sur la question de la criminalité, c'est que puisqu'on a un petit peu du mal à la guérir, à la prendre en charge, ce qui serait bien, c'est de créer des lieux finalement, minority report, c'est-à-dire des lieux de prédiction de la criminalité à travers un certain nombre d'indices de l'état dangereux qui permettraient justement de traiter la chose avant le passage à l'acte. Et le grand modèle, c'est le dispensaire en fait. C'est qu'après la Première Guerre mondiale, vous avez toutes sortes de dispensaires qui se mettent en place pour lutter contre la tuberculose. Et bien en fait, l'idée c'est d'avoir des dispensaires de lutte contre le crime, de lutte aussi contre l'ivresse, contre toutes les maladies mentales possibles. Et vous avez cette idée donc, du dépistage qui est très, très liée au développement des services ouverts de prise en charge de ce qu'on appelle les petits manteaux, et qu'on retrouve sur tout le territoire de la France, parce qu'il y a quand même une institution phare évidemment qui est liée à un homme qui a fait énormément de propagande. Je crois que le terme de propagande n'est pas exagéré. Les criminologues d'entre-guerres savent très bien aussi qu'ils doivent faire de la propagande, faire connaître leur savoir et le diffuser, et ils ne s'en privent pas. Je n'ai pas le temps de développer, mais ils interviennent dans des revues très populaires,
dans la presse de magazines de faits divers aussi, dans Détective, dans Police Magazine, dans Je sais tout. Édouard Toulouse a écrit beaucoup d'articles dans Je sais tout, où il vulgarise les grandes idées. Et donc Édouard Toulouse est un médecin psychiatre qui propose comme modèle donc le dépistage et qui va créer notamment un service ouvert à l'hôpital Sainte-Anne. C'est pour ça que je disais qu'il était resté très connu pour ça. Mais il n'est pas le premier à proposer ça, c'est vraiment un modèle qui se développe. Alors Toulouse, quand même, il est intéressant parce qu'il participe en 1912 à la création de la Société française d'eugénique. Donc je ne rappelle pas ce qu'est l'eugénisme, mais vous voyez bien où on va. En 1920, il fonde avec Georges-Émile Perrin la Ligue d'hygiène et de prophylaxie mentale. Et cette Ligue d'hygiène et de prophylaxie mentale comprend des commissions qui couvrent les domaines dans lesquels la prévention médicale doit s'exercer. Et je vais vous citer les domaines. Le premier, c'est les maladies générales et les troubles mentaux. Bon. Le deuxième, c'est la lutte contre l'alcoolisme, avec le docteur Legrain. Le troisième, c'est l'enfance anormale, qui est présidée par le docteur Rubinovitch. La quatrième, c'est le travail professionnel, avec toutes les questions de sélection professionnelle qui se posent. La cinquième, c'est les antisociaux. Elle est présidée par le docteur Henri Collin. Le docteur Henri Collin, c'est celui qui a créé la section pour les malades difficiles, à l'hôpital de Villejuif. Et puis, la sixième, elle s'intitule Dispensaire et services ouverts, et elle est dirigée par le docteur Toulouse. En 1931, Édouard Toulouse crée l'association d'études sexologiques et en 1932, une société de biotypologie et une société de prophylaxie criminelle avec l'aide de Justin Godard, qui est à l'époque ministre de la Santé publique, et des professeurs Charles Achard, Henri Claude, Rubinovitch et Euler. Et pourquoi il est important de rappeler ces noms? C'est qu'en fait, ce sont les noms de collègues qui sont psychiatres à Sainte-Anne et ce sont eux qui ont introduit la psychanalyse en France. Et j'ai pas le temps trop de développer, mais il faut savoir que dans l'entre-deux-guerres, cette criminologie qui est en train de se mettre en place est une criminologie qui s'inspire aussi beaucoup de la psychanalyse. Et c'est peut-être une raison de l'oubli de l'entre-deux-guerres aussi, c'est que parce que les psychanalystes, après la Seconde Guerre mondiale, n'ont pas forcément se réintéresser beaucoup à la criminologie, à quelques exceptions près. Et puis dans cette société, vous retrouvez aussi Paul Matter, qui est procureur général à la Cour de cassation, et d'autres magistrats également. Donc parallèlement, vous avez en 1924 une commission de réforme pénitentiaire qui s'instaure et qui propose de créer des centres de triage, ce sont les termes qui sont utilisés à l'époque, et des laboratoires d'anthropologie criminelle pour procéder, je cite, à la sélection rationnelle des prisonniers. Donc vous avez différentes réflexions, différents rapports qui se font, et dans les discussions qui se font sur ces projets, en fait, on voit qu'on aboutit très vite à un avant-projet de réforme du code pénal. Et dans cet avant-projet de réforme du code pénal, vous avez deux dispositions qui me semblent appartenir à la défense sociale. La première, c'est la réforme de l'article 64 du code pénal, avec la grande question de la responsabilité pénale des malades mentaux, où l'on dit, bon, finalement, tout ça est un peu trop simpliste, on ferait mieux de retirer l'article 64 et de proposer un article en 2 alinéas, tiens, c'est curieux. Premier alinéa, bon bah oui, il y a des malades mentaux irresponsables, donc on les irresponsabilise. Et deuxième alinéa, il y a des anormaux psychiques, mais qui présentent une dangerosité bien supérieure aux hommes normaux, et pour eux, il faudrait des établissements spéciaux, dans lesquels on pourrait les maintenir très longtemps, sur des durées de sentence quasiment indéterminées. Ce projet, en fait, n'aboutit pas, pour différentes raisons, et ce que je voudrais dire, c'est que finalement, pour peut-être pas trop perdre de temps, parce que je ne vais pas trouver 10 minutes, c'est bon, d'accord. Donc, je voudrais maintenant peut-être venir sur comment ces gens-là discutent en fait dans l'entre-deux-guerres, et revenir sur cette idée qu'ils ont créé beaucoup de lieux de sociabilité. Il n'y en a pas un seul, il y en a plusieurs. La société d'ailleurs générale des prisons plutôt en déclin, mais les sociétés de biotypologie, de prophylaxie criminelle sont très actives. Mais je voudrais rappeler aussi finalement qui discute. Parce qu'au fond, quand on veut créer une instance ou une école de pensée, il faut savoir avec qui on discute. Et les personnes qui discutent entre elles ne sont pas tout à fait indifférentes au fait que d'une part elles ont un certain succès, mais d'autre part ça ne va pas aboutir. Alors, elles ont un certain succès parce qu'elles ont réussi finalement à faire dialoguer des magistrats, des médecins, ce qui n'était pas vraiment le cas avant, mais aussi des politiques qui sont en place en plus et qui vont les aider. Je peux peut-être citer quelques noms. Il y en a un que j'aime bien parce qu'il intéresse un petit peu le CNRS, c'est Yvon Delbos qui est radical socialiste. Il y a beaucoup du point de vue de la sociabilité politique, il y a beaucoup de radicaux socialistes.
il y a beaucoup de francs-maçons et il y a beaucoup de personnes d'origine juive aussi. Je dis tout ça parce que quand on va voir le déclin, on comprendra évidemment par ces déterminations le fait que ça n'est pas suivi avec le gouvernement de Vichy. Il y a beaucoup de ces personnes qui ne vont pas voter les pouvoirs pétains et qui vont donc être en difficulté pour promouvoir, sinon leurs idées, du moins tout simplement assurer leur survie. Et donc Yvon Delbos, il a été vice-président du Conseil et garde des Sceaux pendant une courte période. Vous savez, on est à la fin de la Troisième République, donc ça tourne. Pendant une courte période de janvier à juin 1936, et il sera sur le Massilia tout en 1940. Et il avait comme chef de cabinet Henri Laugier, professeur de physiologie, qui était proche de Charles Richet, qui était lui aussi socialiste, franc-maçon, et cofondateur de la Société de biotrichologie, donc proche d'Édouard Toulouse, depuis les années 20, et qui était un grand admirateur du professeur Henri de Vabre, et qui, selon Marc Ancel, qui en reparlera après la Seconde Guerre mondiale, a été un soutien enthousiaste notamment à la création de la Revue de sciences criminelles et de droit pénal en 1936, qui est évidemment un des lieux très importants aussi de discussion de toutes ces choses, avec une esquisse aussi d'une distinction dans le droit pénal qui est faite dans la revue de droit pénal entre le droit pénal issu de la Révolution française, dit libéral, et un droit pénal des États totalitaires qui est en train de se mettre en place, et qui fascine un peu la Revue de sciences criminelles, mais qui évidemment est mis à distance en même temps. Et donc Yvon Delbos, je rappelle, soit disant en passant, qu'il a été le premier directeur du service central de la recherche en 1936, mais aussi du CNRS en 1939. Et Marc Ancel insistait bien sur le fait qu'on devait à Yvon Delbos notamment le fait d'avoir institué le Conseil supérieur de prophylaxie criminelle en 1936, et dans lequel Henri de Vabre a joué un rôle important. Alors ce Conseil de prophylaxie criminelle, il avait pour objectif de prendre des mesures pour prévenir la récidive. Il était notamment à l'origine de la création des premières infirmeries psychiatriques dans les prisons parisiennes, à la Santé, à Fresnes et à la Petite Roquette, et dans lesquelles il y a eu quelques médecins qui sont intervenus, notamment Cellier, Paul Schiff, qui étaient justement des médecins qui étaient très intéressés par la psychanalyse et qui ont mené des enquêtes d'épidémiologie sous les de dépistage des malades mentaux, en expliquant que ce qui serait bien, c'est de développer tout ça de manière beaucoup plus systématique. Il y aura un projet de loi d'ailleurs en 1937 pour instituer dans chaque cour d'appel un service médico-psychiatrique chargé de l'hygiène mentale et de prophylaxie criminelle, mais qui n'aboutira pas. Alors, quel est le bilan de cette criminologie, finalement, de prophylaxie, de défense sociale, je dirais, de première manière? C'est que d'abord, ça n'a pas abouti. Finalement, ils n'ont pas réussi à porter la loi de défense sociale jusqu'au bout. On peut s'interroger sur le fait pourquoi, parce que finalement, il semble que toutes les conditions étaient quasiment réunies. Premièrement, parce que, comme j'ai dit, les gouvernements changent rapidement, donc le temps qu'un projet de loi se mette en place, c'est un autre gouvernement qui doit le faire aboutir. Il y a des difficultés financières, bon voilà quoi. Et puis, il y a aussi quand même des résistances de terrain, c'est-à-dire que notamment Cellier et Bolschiff disaient que le modèle belge qui consistait à dire on innove d'abord sur le terrain et après on fait remonter au niveau législatif, avec l'administration pénitentiaire, ça ne marche pas trop bien. Mais il y a quand même des résultats positifs dans l'entre-deux-guerres, enfin je dis avec l'administration pénitentiaire de l'entre-deux-guerres, je ne parle pas du présent. La lucidité des historiens s'amenuise à mesure qu'ils se rapprochent du temps présent. C'est bien pour ça que je vous ai parlé tout de suite qu'après je renonce à intervenir dans vos débats. Mais quand même, l'entre-deux-guerres est intéressant aussi parce qu'il y a ce rapprochement donc, des communautés professionnelles derrière les idées de prophylaxie et de biocratie. Vous avez d'un côté les médecins qui admettent qu'il faut un aboutissement législatif à leur proposition, sinon ça ne marchera pas, et de l'autre côté les juristes qui acceptent le savoir expertal comme étant indispensable dans le processus d'individualisation de la peine pour combattre la récidive, et tous ces acteurs sont animés par un même souci de la réforme. Pour conclure, pour de bon, peut-être en deux temps, d'une part sur cette criminologie d'entre-deux-guerres, et puis ensuite sur qu'est-ce qu'on peut en retirer. D'abord, quelle est la position de la criminologie d'entre-deux-guerres au regard des trois critères de notre colloque? Dans le monde universitaire, elle se porte plutôt bien, puisque comme je l'ai dit, on a créé un institut de criminologie à Paris en 1922 qui est de manière très intéressante et placé sous la double tutelle scientifique de la faculté de droit et de la faculté de médecine. D'accord. Et il y a 4 spécialités qui sont enseignées, qui sont le droit criminel, la médecine légale et la psychiatrie criminelle, la police scientifique, qu'on oublie souvent dans ces débats, mais qui est très important dans l'entre-deux-guerres aussi, et les sciences pénitentiaires. Dans le domaine de la recherche, vous avez de nombreuses initiatives qui sont prises pour concevoir des méthodes de prévention, de dépistage et de soins, avec des suivis ou des prises en charge individualisées. Et puis dans le domaine des politiques publiques, on a vu en fait qu'on a c'est une période très riche qui est marquée par des initiatives qui sont très visibles,
tant au niveau des sociétés savantes que dans les projets de loi. Donc pour moi, ça ressemble effectivement à une sorte d'âge d'or, puisque vous avez une criminologie qui pose une question sociale considérée comme importante à l'époque, la question de la récidive. Vous avez un modèle théorique fort, qui est la prophylaxie criminelle et la défense sociale. Et puis vous avez aussi une certaine écoute auprès des politiques, puisque ça arrive jusqu'aux avant-projets de loi, mais bon, seulement avant-projet. Alors, pour conclure, je voudrais dire qu'il y a plusieurs manières de faire l'histoire de la criminologie, et il y en a une qui me paraît intéressante, que j'ai encore jamais vu vraiment appliquée, qui serait de partir de l'idée que la criminologie est finalement une discipline, comme ça a été rappelé déjà ce matin, au carrefour de plusieurs savoirs, qui n'est pas une discipline qui a son propre objet, sa propre méthode unique, mais qui se nourrit des autres disciplines, et que du coup on peut percevoir la criminologie dans son histoire comme dans une dynamique d'acculturation, c'est-à-dire que c'est toujours un lieu où il se passe des choses qui viennent d'autres sciences. Mais cette dynamique d'acculturation, elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut être d'abord une acculturation antagonique, c'est-à-dire que les savoirs qui viennent ici, en fait, viennent pour s'affronter sur le terrain de la criminologie. Et c'est bien ce qu'on voit pendant tout le XIXe siècle jusqu'à l'anthropologie criminelle, où on a quand même une opposition entre, disons, un certain discours juridique et un certain discours médical qui s'affrontent sur les logiques de l'anthropologie criminelle. Et puis on retrouve cette logique antagonique, et j'aime bien faire le rapprochement parce qu'évidemment ça va faire évoluer un certain nombre de collègues, dans la décennie des années 70, où on a à nouveau un antagonisme très fort entre des partisans d'une criminologie, je dirais, de la prise en charge, et des personnes qui disent que finalement la criminologie n'a même pas d'objet scientifique, qui sont plutôt sur une sociologie de la réaction sociale, de l'interactionnisme et une critique des statistiques, par exemple. Donc on voit que si on a un point de vue une lecture de l'histoire de la criminologie du point de vue de l'acculturation, on rapproche des périodes qui a priori n'ont pas grand point commun, sauf justement cette idée que la criminologie est un terrain de conflit. Et puis il y aurait une criminologie d'acculturation syncrétique. Et je pense que de tout ce que je vous ai décrit l'entre-deux-guerres, on est bien sur un moment de criminologie syncrétique où on tente de réunir des savoirs sur un même objet, sur des méthodes convergentes, avec un objectif commun. D'ailleurs, moi, quand je vous dis ça, je ne pense pas qu'il y ait forcément une plus-value à tel type d'acculturation plutôt que tel autre, j'en sais rien. Mais en tout cas, il me semble qu'il y a vraiment deux modèles qui sont très différents à l'œuvre dans le temps. Et je trouvais que c'était important peut-être de rappeler que le premier moment syncrétique est bien dans cette entre-deux-guerres. Bon, je ne vais pas développer sur les raisons du reflux de cette criminologie syncrétique après la Seconde Guerre mondiale, mais évidemment, il y a un certain nombre d'éléments que je pourrais peut-être donner plus tôt dans la discussion. Je voudrais juste terminer sur l'idée que la dialectique du passé que je vous ai évoqué et du présent, ça repose évidemment sur des analogies, sur des rapprochements stimulants, mais je voudrais y revenir et insister que je pense qu'il ne doit pas être déterminant. Les chemins du passé disent peu des forces du présent et ne donnent pas de direction à l'avenir. Et je voudrais terminer par une citation en forme d'ouverture, évidemment une citation ancienne, sinon c'est pas drôle, de Henri Joly, qui n'était pas spécialement un grand progressiste, le premier professeur de sciences criminelles et pénitentiaires à l'Université de Paris, qui disait dans un congrès de pénitentiaire international à Saint-Pétersbourg en 1890, « Une science se fonde sans la permission de personne ». Je trouve que c'est une bonne introduction pour vos débats. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, en plus avec cette belle ouverture qui est une sorte d'incitation à nous constituer. Tu as rappelé, en mettant vraiment bien l'accent sur les termes, tout ce qui revient aujourd'hui dans nos questions, même si l'histoire n'est pas déterminante pour l'instant du présent, j'ai bien entendu. Il est évident que c'est bien, comment ces phénomènes reviennent. Certes, le contexte n'est pas le même, et l'importance du contexte, l'analyse de ce contexte est fondamentale. Tu l'as bien précisé, et avec un point sur finalement what works, qu'est-ce qui marche, c'est qu'est-ce qui a fait finalement que ça a marché pendant un certain nombre d'années, dans une certaine limite, c'est-à-dire finalement avec quelque chose qui se construit, mais qui peut-être n'aboutit pas dans une construction, c'est l'aboutissement qu'on souhaiterait dans la construction réellement des échanges transdisciplinaires, si j'ai bien entendu, c'était pas complètement le cas. Non, je pense que ça marchait bien. S'il n'y avait pas eu la guerre, on n'était pas loin d'aboutir. Non, je pense qu'il y
il y a des événements qui ne tiennent pas à l'histoire de la criminologie, qui viennent à percuter et qui font que ça s'arrête. On était sur des avant-projets de loi à répétition qui disaient tous à peu près la même chose, notamment l'avant-projet de loi Rollin, qui n'était pas très loin d'aboutir. Et d'ailleurs, ils avaient une telle pertinence que quand Paul Amor reprend les projets, il reprend les projets. C'est-à-dire qu'il reprend les avant-projets de loi de 1937-1938, sauf que ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Il y a un certain nombre d'éléments déterminants, parce que justement il y a eu la guerre, et que comme il y a eu la guerre et que l'administration pénitentiaire a été compromise avec les milices, etc., vous avez d'une part les juristes qui se recroquevillent sur leur faculté en théorisant la défense sociale nouvelle version, donc qui dit reprendre à peu près les termes de la défense sociale ancienne, sauf justement un point essentiel dont on rigolera peut-être plus tard, mais qui me paraît effectivement important, c'est la valeur de l'être humain, donc une défense sociale humaniste qui dit qu'il est hors de question de se compromettre en quoi que ce soit de quelque chose qui ressemblait à un État totalitaire. Et les psychiatres vont faire pareil. Ils vont faire, comme le disait Marcel Collin plus tard, après-guerre, on avait à se laver, à se sortir du complexe de Mengele, c'est-à-dire que non, nous ne sommes pas les médecins qui sont capables de faire ça, et donc on va avoir un mouvement de réforme très important qui est initié d'ailleurs dès la Seconde Guerre mondiale, avec la psychothérapie institutionnelle, avec l'idée de services ouverts, de secteurs, qui font que d'une certaine manière, d'un côté les médecins et de l'autre côté les juristes vont déjà avoir fort à faire pour assainir leur propre discipline, pour ne pas en plus avoir à discuter entre eux. Pour faire quoi? Pour faire ce qui était prévu dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire maintenir l'ordre. Et le maintien de l'ordre après la Seconde Guerre mondiale, c'est pas non plus forcément l'objet le plus valorisé. Et puis surtout aussi, je pense que Paul Amor, il est orphelin du modèle de la défense sociale belge. C'est-à-dire que la loi qui était vue de manière très positive en France dans l'entre-deux-guerres, après-guerre, elle est l'objet de vives critiques et de projets de réforme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre modèle sur une loi quand on dit qu'elle ne marche pas et qu'il faut la réformer. Donc, puis évidemment, on peut dire qu'il y a l'absence de moyens. Paul Amor a fait tellement avec peu que probablement qu'il aurait pu aller assez loin si on l'avait simplement laissé à la tête du projet. Parce qu'il est aussi rapidement sorti du jeu. Mais je rappelais quand même qu'il y a eu des commissions régionales pour l'avant-projet de loi de défense sociale en 1946, en 1947, et que médecins et juristes participaient à ces projets, et que les données qui servaient à alimenter le projet étaient des données qui étaient fournies par les annexes psychiatriques qui avaient été réactivées dans les prisons notamment de Rennes, de Toulouse, à Lille et à Paris également, et à Lyon. Parce que très vite on propose de créer un établissement sanitaire de défense sociale qui deviendra finalement Château Thierry, mais qui a été imaginé dans un premier temps à Lyon. Mais ça n'aboutira pas. Alain Blanc, vice-président de l'EC. À propos de la réforme à mort, moi j'aimerais bien que tu complètes avec, par rapport à l'ordonnance de 45 pour les mineurs. Parce que c'est la même philosophie et donc ça serait intéressant d'avoir que les sachants sur la question. Là c'est de l'histoire. En fait, l'ordonnance 2 février 45 sur la justice des mineurs est l'exception en fait. C'est le seul aboutissement législatif de ce que portaient en fait les réformateurs de l'entre-deux-guerres. Et là, on peut dire que j'ai dit gouvernement Vichy comme ça, mais en fait, on connaît assez mal les réformes pénitentiaires du gouvernement de Vichy, mais le Premier ministre, notamment garde des Sceaux de ce gouvernement, Joseph Barthélemy, était un réformateur et avait l'intention de mener aussi un certain nombre de réformes dans le sens de la défense sociale. Mais évidemment, après-guerre, on se construit sur un autre imaginaire, si je veux dire. Nos collègues qui ont travaillé sur l'ordonnance de la justice des mineurs, on connaît bien les ambiguïtés, la loi de 42, en fait, il n'y a pas vraiment de discontinuité sur la justice des mineurs entre Troisième République, gouvernement de Vichy et après-guerre. Mais l'imaginaire de l'éducation servile ne peut pas se construire là-dessus, donc ils ont toujours tenu à se mettre à distance radicale, si j'ose dire, de l'administration pénitentiaire. Dr Casanova, expert à la Cour d'appel de Paris. J'avais un souvenir, psychiatre, pédopsychiatre aussi. J'avais un souvenir que pour la justice des mineurs, enfin moi je l'avais compris comme ça, qu'il y avait une amitié particulière qui avait perduré
avant-guerre, durant la guerre et après-guerre, entre un magistrat et un psychiatre qui est devenu pédopsychiatre. Et il y a eu une ouverture de centres d'hospitalisation des mineurs dans lesquels se sont faites des choses qui seraient absolument pas possibles de penser aujourd'hui, des examens systématiques de mineurs qui ont été ensuite confiés à la magistrature pour essayer justement de travailler sur cette ordonnance de 45. Je crois que là, il y avait une rencontre tout à fait particulière entre les individus. Tout à fait. Quand j'ai dit en fait que c'était avec Campinki, sa femme aussi, et puis alors j'ai plus les noms là, je ne vais pas vous donner les détails de l'histoire, mais effectivement il y a César Campinki a été très important dans cette histoire. Quelques-uns ont sauvé leur peau sous la collaboration. C'est-à-dire que Georges Leuer n'est pas particulièrement inquiété et continue à sa clinique de neuropsychiatrie infantile. Jean Dubineau, que je connais un peu aussi, a pu continuer à travailler. Donc les idées ne sont pas complètement mises de côté, et puis vous avez cet imaginaire justement de la régénération de la population française à travers la prise en charge de la jeunesse, et notamment cette idée qu'on voit bien dans les films, qui s'incarne notamment dans Carrefour des enfants perdus, où on voit que l'importance de l'éducateur qui doit prendre confiance avec les mineurs, enfin, ce sont des valeurs qu'on va retrouver quand même un petit peu après-guerre. Donc le fait est que sur la justice des mineurs, il y a une relative continuité. Et quant à la question du dépistage, des centres d'observation, là par contre c'est bien plus ancien. Ça commence même en fait à la Cour d'appel de Paris, à la fin du XIXe siècle. Déjà on propose qu'il y ait des mises en observation, il y a des magistrats qui, au temps de l'instruction, retiennent un peu le mineur pour qu'il soit sinon placé en observation, du moins observé, et qu'on essaie d'avoir des prises en charge les plus correctes possibles. Voilà, Jean Dubineau, qui prend son premier poste à l'hôpital d'Armentières à la fin des années 30, fait ses premiers travaux justement sur les mineurs et sur la possibilité de réformer des lieux d'internat spécialisés, où il montre justement la nécessité de coopération de tous les personnels, de formation aussi des moniteurs pour qu'ils prennent en charge les mineurs de manière un peu différente de la façon dont on faisait au XIXe siècle, c'est-à-dire sur la base du travail et de la discipline. À quelle mesure est-ce que vous avez trouvé des éléments qui vous convaincraient que la société élargie réagit de la même façon, c'est-à-dire de façon méfiante à toute approche structurée concernant la pénalité, les sciences criminelles, tout ça. C'est-à-dire que une discipline qui porterait effectivement sur la déviance serait aussi sur le plan du public probablement suspect. Alors si je reste sur mon âge d'or, c'est l'entre-deux-guerres, il n'y a pas de suspicion. Quand on consulte Détective, Police Magazine, Je sais tout, enfin toute la presse scientifique de vulgarisation ou presse de faits divers, il y a une vraie mise en scène du savoir scientifique. C'est vous voyez, il y a une sorte de positivisme un peu en retard qui transparaît dans la culture à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a vraiment on met l'accent sur les appareils de mesure, sur les appareils qui permettent de découvrir les traces. Et j'ai parlé de propagande tout à l'heure, parce que ce sont les termes qui sont utilisés par Édouard Toulouse, mais aussi par Alphonse Bertillon, qui a énormément travaillé à sa propre reconnaissance internationale et universelle. Vous avez également un de ses élèves, entre guillemets, Edmond Lecard, que j'ai dit qu'il n'y avait plus rien à Lyon. Il y a quand même une grande tradition de police scientifique ensuite, qui va être maintenue par Edmond Lecard. Et toutes ces personnes ont à cœur de vulgariser les savoirs dans la société. Et si on en juge par les reprises qui sont faites par les journalistes, notamment de détectives, on voit bien qu'il y a aussi une fascination. J'avais travaillé notamment sur l'enquête Démons et Déments qui avait été faite par un journaliste où il avait, donc en 1932, Louis Roubaud fait une enquête à Sainte-Anne dans les principaux lieux de traitement à Paris. Et il dit c'est formidable, on va réussir à guérir la folie, ils sont vraiment sur des techniques, il explique la malariathérapie, etc. Et il dit que toutes ces techniques vont vraiment permettre de résoudre à la fois le problème de la maladie mentale et peut-être aussi donc, des délinquants qui agissent en situation d'anormalité psychique. Donc il y a un savoir positiviste, toujours difficile de dire s'il est reçu comme ça par les lecteurs, mais en tout cas les journalistes, eux, le relais de cette manière-là. Ça c'est avant la guerre. Oui. Et après, avec la collaboration, est-ce que le climat change par rapport à ça?
après la collaboration? Je me suis moins penché sur détective dans les années 50, mais j'ai pas de réponse précise là-dessus. Je pense quand même qu'avec le procès de Nuremberg, avec la suspicion qui se met en place quand même autour de la médecine, d'intervention en tout cas, le climat n'est plus le même. En tout cas, le climat de réception est forcément un tout petit peu troublé par ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la moindre des choses qu'on puisse dire. Hein. Je pense que c'est vraiment très différent. Et puis vous avez de toute façon, même si dans l'opinion il n'y a pas cette prise de conscience, il y a une prise de conscience par les professionnels eux-mêmes. Et donc toute la critique de la médecine dans les années 70, à la médecine à visage humain, etc., avec toutes les controverses sur les lobotomies qui ne posaient aucun problème entre les guerres, vont faire que non, il n'y a pas d'horizon d'attente de réception positive d'une criminologie interventionniste dans les années 50-60. Ça marche plus. Donc Olivier Boitnard, psychiatre, pour la petite histoire, dans un hôpital qui a eu 5000 patients avant la guerre. Ma question c'est, est-ce que la diminution, le déclin de la criminologie n'est pas lié aussi quand même à son lien très fort que a fait le jour avec l'eugénisme? Je pense à Édouard Toulouse. Édouard Toulouse, c'est la même phrase. Édouard Toulouse, c'est le premier qui effectivement décide de traiter les patients en dehors de l'hôpital, qui devrait être responsable, et en même temps c'est un très grand partisan de l'eugénisme, de la stérilisation et de choses comme ça. Alors est-ce que ce lien n'a pas été quand même perçu et finalement une des causes, alors à cause de la guerre aussi bien sûr, l'eugénisme a des conséquences terribles, une des causes de la diminution idéologique de la criminologie? Oui, l'eugénisme, bien sûr qu'après-guerre, c'est plus trop la mode. Hein. Voilà. Et Édouard Toulouse est franc-maçon en plus. Donc déjà, il est éliminé, il sort du jeu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il fait très peu de textes. D'ailleurs, il décède, je crois, en 1946, quelque chose comme ça. Mais non, il est très vite hors jeu, mais il n'est pas hors jeu parce qu'il est eugéniste entre deux guerres. Ça, c'est pas possible. Tu vois, en 1933, Alexis Carrel a le prix Nobel de médecine et on connaît ses idées là-dessus. Hein, donc, non. Après, ça ne fonctionne plus. Évidemment. Après, l'eugénisme, c'est les premiers scandales dans les États scandinaves commencent à apparaître, etc. Aux États-Unis aussi. Donc, non, ça disqualifie évidemment toute la parole, tout le programme de la prophylaxie criminelle lié à la biocratie d'Édouard Toulouse. C'est sûr. Et on écoute plus la psychothérapie institutionnelle, les services ouverts, l'idée de placer le patient au centre du dispositif de soins, finalement. Parce que le projet de loi de défense sociale, il propose des soins. Je veux dire, l'AFC a aussi fait un colloque, je me souviens à Lille, sur les soins pénalement ordonnés, avec une grande question de la triple entente, comment est-ce qu'on peut, etc. À l'époque, il n'y a pas de question. Le patient, il faut le soigner, quoi. On ne va pas lui demander son avis. Enfin, s'il est d'accord, c'est bien, mais s'il n'est pas d'accord, Donc après la Seconde Guerre mondiale, c'est plus possible, ça. Il y a toute une dimension de bioéthique, d'éthique qui se met en place et qui évidemment fait obstacle à la prophylaxie criminelle telle qu'on pouvait l'envisager dans l'entre-deux-guerres. Jean-Marie, universitaire, il me semble que Marc Tocqueville va un peu fort en parlant de enquête sur la disparition de la criminologie, parce que la criminologie est toujours active. Alors, tout dépend de la définition que donne à ce qu'est la criminologie. Et je voulais redire pourquoi ça me semble aussi paradoxal, c'est parce que, de mon point de vue, la criminologie ne peut pas exister et qu'elle n'existe pas, tout simplement parce que dès le départ, les criminologues n'ont pas réussi à définir ce qu'est le crime. Même si Enrico Ferri, un des trois fondateurs de cette science spéciale qu'il appelait le Durkheim, Enrico Ferri a tenu à distinguer entre le crime et l'acte criminel. Pour lui, le crime, déjà, c'est une construction. Il se référait au grand juriste italien Carrara. Le crime n'existe pas, c'est une construction. Ce qui existe, c'est l'acte criminel. Le crime, c'est un fait juridique. L'acte criminel, c'est un fait concret. Et à partir de cette idée de Ferri, qui était une idée tout à fait intéressante, qui a par la suite été abandonnée, les premiers criminologues, dont on retrouve des débats aujourd'hui, du reste,
reconstruction quand il fait des dégâts et des victimes. Sauf que, évidemment, tous les actes criminels ne font pas de victimes. Il y a des crimes sans victimes et ne font pas non plus de dégâts. Et je terminerai là-dessus avec Durkheim. Durkheim, ce géant de la sociologie, n'a jamais réussi à savoir si le crime devait être puni par la peine ou bien par la réprobation. Mais ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a des actes criminels qui sont réprouvés mais qui ne sont pas punis. Et à l'inverse, il y a des actes criminels qui sont punis mais qui ne sont pas réprouvés. Et dès le départ, la criminologie a été complètement travaillée, et aujourd'hui encore, par ces difficultés dont j'ai rapidement développé. Oui, merci beaucoup. Écoute, non, effectivement, c'est pour ça que je dis que j'avais changé mon titre, que je ne parlais pas de disparition, déjà pour ne pas démoraliser les troupes, mais je ne pense pas qu'il y ait une disparition. Je pense qu'il y a une disparition d'une certaine configuration d'un ensemble qui se reconnaissait comme derrière le mot criminologie, notamment dans l'entre-deux-guerres, et je trouvais que c'était un moment important, enfin intéressant, parce qu'on avait une conjonction à la fois universitaire, de recherche et de politique qui prônait des mesures qui relevaient d'une certaine criminologie. Après-guerre, la criminologie existe toujours, simplement elle n'est pas forcément très en vue à l'université, mais dans les pratiques, et notamment dans les pratiques des nouveaux, que tu connais bien, des nouveaux corps, des éducateurs, etc., elle est enseignée. Il y a des cours de criminologie. Quant à ce que tu me dis, évidemment, on se m'interpelle sur la définition de la criminologie, là j'ai prévenu, et moi je n'interviens pas dans le débat présent, donc je n'ai pas de réponse à apporter à ta vision, qui est évidemment une option forte sur qu'est-ce que la criminologie, ou qu'est-ce que n'est pas la criminologie, ou est-ce que seulement ça existe.